Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Ristretto, le podcast de l'agence Adverti. Tous les 15 jours, notre équipe vous propose une table ronde avec un concentré d'infos qui stimule votre créativité et offre une bonne dose d'astuces à actionner. Stratégie, réseaux sociaux, référencement, marketplace, analytics, tous nos sujets de prédilection sont passés au crible sous forme de retours d'expérience, de conseils et d'analyse des tendances. N'hésitez pas à vous abonner. Pour ma part, je m'appelle Emeline Foissé et je suis la cofondatrice de l'agence Adverti, une agence de communication spécialisée dans le web, basée dans la jolie ville de Troyes. Mon équipe et moi-même accompagnons des PME, des grands groupes, des institutionnels, des e-commerçants et des startups dans leur stratégie de communication digitale. N'hésitez pas à vous renseigner sur notre site web agence-adverti.fr ou encore à nous envoyer un email sur ristretto@adverti.fr. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Ristretto. Aujourd'hui sera un épisode consacré au community management et plus particulièrement aux astuces pour gagner du temps dans la gestion de vos réseaux sociaux. On le sait, commencer à prendre soin de ses comptes de réseaux sociaux peut vite devenir chronophage. Ce Ristretto est donc dans la continuité de 2 autres épisodes sortis il y a quelques semaines maintenant. L'épisode numéro 4, dédié aux astuces de CM, de manière générale. Et si vous vous sentez dépassé, peut-être que l'épisode numéro 6 sur comment choisir son agence de communication digitale peut vous intéresser. En tout cas, pour parler de ce sujet aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'être accompagnée de Charline Nate. Hello tout le monde. Solène Lemoine. Bonjour, bonjour. Toutes deux spécialistes community management et social media ads à l'agence. On est parti ? Allons-y. Soso, est-ce que tu peux nous indiquer vraiment c'est quoi la base de la base pour gagner du temps en community management ? Calendrier de publication. On va droit au but ici. Oui. Pas de temps, justement, on cherche à optimiser du temps. Calendrier de publication. Ça venait du cœur en tout cas, ok. Est-ce que tu peux expliciter un petit peu ce que c'est à nos auditeurs et nos auditrices ? Oui, du coup, l'idée avec un calendrier de publication, c'est de vous faire vraiment un rétro-planning de ce que vous pouvez aborder comme thématique de publication sur les semaines ou mois à venir, selon l'avance que vous souhaitez prendre dans votre contenu. Pour ça, vous pouvez utiliser différents outils, que ce soit un simple tableau Excel ou Sheets, ou des outils un petit peu plus poussés comme Notion, Asana ou Trello, par exemple, qui vont vraiment vous aider à organiser vos idées. Et donc, ouais, vraiment, l'idée, ça va être de fixer déjà bien en amont votre ligne éditoriale avec donc le rythme de publication, la tonalité que vous souhaitez employer dans votre contenu, et de bien ensuite vous servir de ça pour faire votre calendrier. Donc, si vous dites que vous publiez 2 publications par semaine, vous allez faire un petit tableau avec les dates qui vont revenir, soit tous les mardis de chaque semaine et tous les jeudis. Et ensuite, vous mettez en face quelle thématique peut convenir. Si vous avez des événements qui sont prévus à un moment donné, parce que vous participez à un salon ou ce genre de choses, vous pouvez déjà mettre ces dates-là dans le tableau. Et puis ensuite, vous allez pouvoir compléter avec du contenu un petit peu plus froid, style article de blog ou des choses comme ça. L'idée du calendrier de publication, c'est aussi de rester flexible. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui doit se faufiler dans votre calendrier de publication, vous décalez ce qu'il y a à décaler. C'est ça. Et c'est l'intérêt aussi de prévoir du contenu froid. C'est que, en fait, vous allez prévoir vous allez anticiper du contenu. Donc, ça va vous gagner du temps à l'avenir. Vous avez, quoi qu'il arrive, une présence qui sera régulière sur les réseaux. Et par contre, oui, si vous avez un événement qui n'était pas prévu, qui vient s'infiltrer dans le calendrier, rien ne vous empêche de tout redécaler de ce que vous avez prévu. Si des fois aussi vous êtes en manque d'idées, n'hésitez pas à vous inspirer de marronniers. Ouais. C'est pas trop mal, rebondir, je sais pas, sur une journée internationale des pâtes, si vous êtes un cuisinier, c'est toujours intéressant. On sent que t'as faim. Ouais, j'ai super faim, il est 11h, j'en peux plus. Donc calendrier de publication. Dans la même veine, il y a aussi tout ce qui est template qui fait gagner du temps. Oui, tout ce qui est template visuel, surtout quand vous avez des thématiques récurrentes. On pense par exemple à des avis clients. Si vous comptez publier ce genre de contenu assez régulièrement, une fois tous les mois par exemple, c'est bien d'avoir un template que vous allez pouvoir réutiliser à chaque fois et vous allez simplement changer le nom de la personne et le texte qui est concerné. Alors parfois, il y a des personnes qui nous disent oui, mais ça fait pas trop répétitif ? Ça dépend de la récurrence, effectivement. Si vous publiez un avis chaque semaine, ça va faire un peu beaucoup. Mais l'idée, c'est vraiment de varier, donc d'avoir 3-4 thématiques récurrentes, si vous pouvez, dans votre secteur, et d'avoir un roulement comme ça, en intercalant des thématiques un petit peu plus chaudes, donc des événements au sein de votre équipe, au sein même extérieur, si vous avez encore une fois des salons ou d'autres événements. Mais vraiment d'avoir une régularité comme ça et un turnover dans les publications pour pas lasser la cible. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de bien respecter sa charte graphique pour que justement on associe bien le rouge, par exemple, à Adverti ou ce genre de choses. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on a quelques idées d'outils à donner pour créer des templates, justement ?
Ouais, on va avoir Canva par exemple, ça c'est la base, on le connaît tous. Ensuite on va avoir Crello, mais ça a changé de nom, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. C'est Vista Create. Voilà, Vista Create. Et ensuite on en avait un autre que j'ai déjà oublié, il y a Pink Monkey aussi, je crois si je me trompe pas. Il y en a plusieurs. Enfin il y en a plein d'autres. Prezi aussi, c'est vrai. Et après la liste bien est évidemment la suite Adobe aussi pour ceux qui la maîtrisent. Exactement, oui. Donc voilà, des templates, les modèles qui vont vous faire gagner du temps. Charline, il y a aussi pour tout ce qui est création de Reels sur Insta ou encore de TikTok, il y a aussi cette notion de template. Ouais, complètement. Alors directement dans l'application sur Insta ou sur TikTok, vous avez des templates qui sont déjà créés par des créateurs. Donc en fait, il suffit de trouver le template qui vous correspond. Vous avez juste à importer le bon nombre de vidéos ou le bon nombre de photos et tout se fera tout seul. Ensuite, vous avez aussi CapCut, où il y a des templates qui sont déjà préenregistrés, et aussi sur Clipchamp, donc ça c'est sur Microsoft, où vous allez avoir des templates déjà préenregistrés. Et pour faire suite à la suite Adobe, on a toujours Premiere Pro. Oui. Ok. Et toujours en restant dans les outils, là on a parlé donc du calendrier de publication. D'ailleurs, est-ce que dans le calendrier de publication, on en fait un aussi pour les stories ? Parce que les stories, ça se veut authentique, pris sur le vif. Est-ce qu'on essaye quand même de prévoir ce qui n'est pas censé être prévu? Penser. Ouais, carrément. Pour éviter de zapper, ça peut être bien de penser aux stories, ouais. Et puis en plus, si vous travaillez en équipe, en fait, des fois, peut-être que vous allez penser à vous dire, tiens, il faut une story à ce moment-là, mais peut-être que votre équipe ne va pas y penser. Donc, lui mettre une petite tâche, voilà, il y a une story à faire ce jour-là, ça peut être bien. C'est vrai que nous, à l'agence, on utilise beaucoup Asana pour beaucoup de choses, en plus que du calendrier de publication. Mais l'intérêt avec le calendrier de publication dans Asana, c'est que vraiment, on peut attribuer ces tâches, comme tu le disais, et on peut notifier une personne dès qu'on a eu une idée. On peut aussi échanger au sein de la tâche sur la publication qu'on est en train de préparer. Et ça peut être un gros gain de temps aussi de centraliser tous les échanges comme ça au sein du même outil avec d'autres collaborateurs. Et puis aussi pour homogénéiser un peu le contenu, quand on travaille à plusieurs, être sûr que chacun a son rôle et puis est capable de bien coller à la ligne éditoriale, etc. Je pense que c'est un outil vraiment complémentaire. Et quand on prend la version payante d'Asana, alors ça doit être possible aussi sur d'autres outils, mais il y a la notion de libellé. Et donc en fait, vous pouvez personnaliser les libellés par rapport à vos thématiques récurrentes, on en parlait. Et visuellement, vous allez tout de suite voir en un coup d'œil si vous répétez souvent les mêmes thématiques ou pas, quoi. Et en gros, si vous saoulez les gens. Voilà. Bon, il y a aussi les stats. D'ailleurs, en parlant de stats, les outils pour automatiser les statistiques. Ouais. Nous, on utilise Google Tag Manager à l'agence. Google Tag Manager, Google, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est Looker Studio maintenant, Soso. Mon cerveau a brillé. Du coup, on utilise en effet Google Looker Studio qui s'appelait anciennement Google Data Studio. C'est ça. Qui permet donc d'avoir accès à des passerelles, à des API qui vont permettre d'automatiser des rapports. Donc par exemple d'avoir directement les stats Facebook Ads, Instagram, etc. qui vont apparaître dans des rapports, des tableaux de bord créés sur mesure et qui répondent aux questions des clients chaque mois. Ouais. Il y a plein d'autres outils qui font ça. On peut citer entre autres Watagraph qu'on observe beaucoup à l'agence, qui a un coût différent quand même de Looker Studio, mais ok. Ne pas hésiter aussi à regarder la partie statistique des outils de programmation, ce qui me permet de faire une transition géniale sur comment gagner du temps, entre autres en passant par les outils de programmation. On pense auxquels ? La base déjà Business Suite forcément pour Facebook et Insta. Alors attention, on peut pas aller plus loin que un mois. Pas un mois, 30 jours je crois. Ouais. C'est assez limité, ça c'est chiant, ouais. Ensuite, on va avoir OnlyPult, nous, à l'agence. Là, il n'y a pas de limite, on peut y aller. En plus, ils ont Facebook, Instagram, TikTok, Google My Business. Il y a LinkedIn aussi, Google My Business. Enfin, vraiment, toutes les plateformes sont dessus. Et ensuite, en plateforme française, on va avoir Swello. Ouais, il y en a d'autres, on peut citer SocialChamp, Outsuite, Buffer. Oui, il y en a plein. Il y en a beaucoup. Après, je pense que c'est très personnel le choix de cet outil-là parce que ça va vraiment dépendre de l'utilisation qu'on va en avoir, de si la plateforme, si l'interface nous convient ou pas. Si elle est en français ou pas aussi. Si elle est en français ou pas. Parce qu'elles sont pas toutes traduites. Et en plus, il y a aussi la notion, ils ont pas tous la possibilité de programmer des réels ou, il y a encore certaines fonctionnalités. Il y en a où on n'a pas l'aperçu du
feed, par exemple, aussi, ça, c'est assez relou. Des fois, on peut programmer des stories, mais sans sticker aussi. C'est vrai, ouais. Donc, faut vraiment tester, en fait, et regarder un petit peu ce qui vous correspond le mieux. Nous, c'est vrai que OnlyPult, il coche toutes les cases dans nos besoins par rapport à nos clients au quotidien. Complètement. Donc, c'est celui-là qu'on utilise. Voir aussi ce qui fonctionne le mieux si vous travaillez en équipe ou tout seul. Oui, complètement. Il y a des outils qui sont très très bien, mais qui sont pensés pour une entreprise. Ouais. Et il y a des outils qui sont davantage tournés agence et qui permettent vraiment la gestion multi-client, multi-compte dedans. Il y a le pricing aussi qui est ajusté en fonction, bien sûr. Quand on est tout seul, il y en a un qui est pas mal, je trouve, qui s'appelle Later, qui a une version gratuite qui est vraiment cool et qui est bien quand on est tout seul. Par contre, dès qu'on est plus d'une personne ou d'une entreprise sur lesquelles communiquer, il faut passer à la version payante. Du coup, tous ces outils-là, en vrai, ils ont quasiment tous une version gratuite, mais pour quelques euros supplémentaires, il y a une version qui est payante et donc qui reste accessible. Nous, on encourage vraiment à prendre les versions payantes quand on sait qu'elles vont faire gagner un temps fou. À un moment donné, la devise le temps, c'est de l'argent, ça reste une réalité. Clairement. Donc parfois, investir 8-10 euros dans un Canva Pro, parce que je crois que c'est ça le prix. C'est ça, ouais, ça doit être 8 euros, quelque chose. En fait, on sait que ça vaut le coup, par exemple. Donc le coût à COUT et COUP, quoi. Donc ne pas hésiter à le faire. Dans les autres outils, forcément, aujourd'hui, on est quand même obligé de parler de tout ce qui est intelligence artificielle, qui sont devenus de réels compagnons pour les community managers. On pense entre autres à ChatGPT et Midjourney. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de comment est-ce qu'on peut l'utiliser correctement quand on est community manager ? ChatGPT, ça peut être bien pour trouver de l'inspiration. Si à un moment donné, vous avez un petit creux dans vos idées, si vous sentez que vous tournez un petit peu en rond, vous pouvez essayer de demander à ChatGPT de vous donner d'autres idées de contenu. Donc ça peut être intéressant. Si vous avez le syndrome de la page blanche, donc là, vous avez une thématique, mais vous n'arrivez pas à rédiger sur ce thème-là, vous pouvez tout simplement lui demander aussi qu'il vous aiguille dans la rédaction. Et ça, oui, ça peut aussi vous gagner du temps dans la rédaction de vos posts. Ouais, complètement. Et puis il va y avoir aussi, par exemple, si vous avez envie de vous mettre au format vidéo, mais qu'en fait vous savez juste pas comment vous y prendre ou vous voulez vous y mettre, mais vous ne voulez pas qu'on voit des personnes directement, lui il peut vous donner des scénarios de réel en fait ou de TikTok à tourner. Ouais. Sur la partie Midjourney, ce qu'on voit de plus en plus là, c'est ce qu'ils appellent des shootings Midjourney. Ouais. Donc vraiment, au lieu d'avoir un mannequin réel, c'est un mannequin qui est créé par une IA, qui est en train de porter des vêtements spécifiques dans des poses traditionnelles d'un shooting. C'est assez, c'est extrêmement réel, réaliste. Donc voilà, on n'a aucun doute que derrière ces images-là puissent être retraitées, par exemple avec un Photoshop, avec des calques qui vont être appliqués dessus, pour pouvoir par exemple, si vous êtes dans le secteur vestimentaire, pour pouvoir coller tout simplement les vrais outils, les vrais habits que vous vendez, ou ce genre de choses. Et puis même dans les outils qu'on a déjà évoqués, que ce soit Canva ou dans la suite Adobe, maintenant il y a des outils liés à l'intelligence artificielle, qui font appel à l'intelligence artificielle et qui vont nous aiguiller dans la création de nos visuels, quoi. Sur Canva, maintenant il y en a quand même beaucoup. Complètement, ouais. Il y a ChatGPT aussi qui est relié à Canva. Alors j'avais testé il y a quelques semaines, il faudrait peut-être que je réactualise un peu mes connaissances sur le sujet. Moi je trouvais pas ça encore fifou. Tu rédigeais ton prompt directement dans ChatGPT, donc il faut la version payante. Et ensuite, il y a 4 propositions qui te sont proposées et en cliquant, en fait, t'es redirigé vers la bibliothèque Canva. Mais en fait, je trouvais ça très limité parce que je sais pas si, par exemple, tu fais la promotion d'une journée porte ouverte et donc, du coup, t'écris, promotion journée porte ouverte à telle date, machin. En fait, il va juste, à partir de ce mot-clé-là, taper dans la bibliothèque Canva et te ressortir ce que tu aurais au final pu faire toi-même en cherchant un template de JPO directement sur Canva. Donc, après, je pense que Canva a communiqué peut-être un petit peu trop rapidement dessus, mais j'ai nul doute que ça va vraiment percer dans les prochaines semaines et s'améliorer grandement. Ok. D'autres astuces pour nos auditeurs et nos auditrices ? En autre astuce, on a aussi le debug du partage sur Facebook. Ah, j'avoue. Des fois, vous avez envie de partager un lien sur les réseaux sociaux d'un article, par exemple, et juste l'aperçu, il est complètement pété. L'open graph, il saute. Ouais. Ça fonctionne pas. Du coup, en fait, il faut juste aller sur. J'ai pas le lien en tête. Oui, il faut chercher Facebook Debugger sur Google ou votre moteur de recherche. Et ensuite, vous avez juste à rentrer votre lien. Il y a un petit bouton de debug, un truc du genre, et puis voilà, ça fonctionne.
Yes. C'est pareil, si par exemple vous êtes propriétaire du site et qu'en effet vous n'aviez pas travaillé l'open graph directement, par exemple sur un article de blog, vous allez sur votre site, vous mettez à jour l'open graph, etc. Le refresh ne se fera pas automatiquement au niveau de l'aperçu du lien. Donc il faut passer par le site Facebook Debugger, rentrer le lien, faire en sorte que Facebook aille rechercher les nouvelles informations sur cette page-là et soudain, padam, sur Facebook, vous avez vraiment le titre qui apparaît correctement et l'image que vous avez choisie sur votre site qui apparaît aussi correctement. Donc ça, c'est bon à savoir parce que sinon, on perd masse de temps. Et en lien avec cette actu-là, récemment sur LinkedIn, on s'est aperçu qu'on pouvait changer l'aperçu des liens qu'on mettait sur un post. Donc en fait, si vous faites un post, vous mettez un lien qui renvoie vers un site tiers, vous pouvez choisir la photo que vous voulez en aperçu de ce lien-là et vous pouvez même choisir le titre qui apparaîtra sous la photo. Donc ça, c'est vraiment chouette. Même si on n'est pas propriétaire du site, du coup. Il est quand même bon de rappeler que c'était à la base pour lutter contre les fake news que Facebook et les autres réseaux sociaux empêchaient la modification de l'image de base et la modification du titre parce que c'était trop facile de diffuser de fausses informations sur les réseaux sociaux. Alors, au moins ça bug, donc s'il affiche plus rien. Voilà. Donc, mais malgré tout, c'est quand même bon de noter que c'est un peu un recul, un pas en arrière qui est fait de la part des réseaux sociaux sur ces sujets-là. Oui, carrément. D'autres astuces ? Si vous séchez un peu pour créer vos contenus publicitaires, il y a toujours la bibliothèque publicitaire sur Facebook et pour LinkedIn aussi maintenant. Tout à fait. C'est une bonne source de veille. Complètement. Tout ce qui va être concurrent, tout ce qui va être confrères qui sont sur le même secteur d'activité que vous, mais qui ne vendent pas qui ont la même cible que vous, mais qui ne vendent pas la même chose que vous. Ça peut être aussi intéressant de regarder comment est-ce qu'ils s'adressent à votre cible directement dans leur publicité. Moi, en vrai, j'aime bien les bibliothèques publicitaires aussi parce que ça me permet de voir s'il y a des campagnes fil rouge. Genre, est-ce que tout au long de l'année, ils rebondissent sur une thématique et là, tu te dis, ok, c'est vraiment le message phare qu'ils veulent faire passer auprès de leur cible. Et je trouve que c'est hyper intéressant à savoir. Et aussi, en fonction du nombre de pubs, même si l'outil ne se veut pas exhaustif, ça permet quand même de savoir s'il y a quand même du budget qui est vraiment investi ou pas. Parce que si t'as une publicité il y a 3 mois, tu sais qu'ils ont fait du one-shot, ils ont fait un test, ou alors voilà, ils essayent un peu de prendre la température sur le réseau social. Mais si vraiment, quand tu arrives sur la bibliothèque publicitaire et que pour ce concurrent-là, il y a vraiment beaucoup de pubs, là, on peut tout de suite se dire il y a un vrai budget ads qui est débloqué et ouais. Carrément. D'autres astuces ? Moi, je dirais que le maître mot, c'est vraiment d'anticiper en fait un maximum et de prévoir le plus possible en amont votre contenu et tout ce que vous souhaitez publier dans les semaines à venir. Plus vous allez anticiper et plus vous allez gagner du temps, parce qu'en plus vous pouvez donc réfléchir. Il faudrait vraiment vous poser une demi-journée sur votre contenu et vous dites là, ok, je vais parler de ça, je vais commencer à préparer mes posts, vous programmez tout et hop, derrière vous pouvez être tranquille pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, selon le rythme de publication et la quantité de contenu que vous avez. Donc je dirais vraiment l'anticipation à fond, quoi. Alors on le rappelle, la Business Suite ne permet pas de poster plusieurs mois à l'avance. Là, il faudra absolument passer par un outil tiers. Mais oui. Et de même que poster, préparer en amont. Nous, à l'agence, on vend de plus en plus de prestations où, au final, on nous demande de préparer soit au trimestre, soit au semestre, mais en un coup, de façon à ce que quand le client se connecte à l'outil de validation, il ait 12 publications à valider et il n'entend plus parler de nous, au final, pendant 3 mois. Donc ça, c'est intéressant. De nouveau, ça n'empêche pas de rebondir sur des sujets chauds quand il y en a, mais au moins de s'assurer une visibilité sur le long terme et puis de la régularité aussi. Au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de trou dans le calendrier, parce que sinon, on va être pris au quotidien. Il suffit qu'on ait un imprévu au moment où on devait travailler sur nos réseaux sociaux. Et puis, hop, du coup, pendant peut-être 1 ou 2 semaines ou plus, vous allez rien publier parce qu'en plus, derrière, vous avez perdu le rythme, etc. On connaît. Donc, non, c'est vraiment... pour assurer la régularité sur le long terme, je trouve que c'est le mieux. Complètement. D'autres choses ? Écoute, ça me semble pas mal. Je crois qu'on a fait un bon tour déjà de tous les outils. Pour les hashtags sur Instagram. Exact, oui, c'est vrai. Il y a des alors soit il y a des outils qui le font, soit sinon vous pouvez le faire vous à côté, mais il y a des outils où comme Omnipult, vous pouvez préenregistrer des hashtags
que vous souhaitez utiliser. Donc, encore une fois, si vous avez des thématiques récurrentes, vous allez peut-être utiliser des hashtags qui vont revenir à chaque fois systématiquement sur ces thématiques-là. Donc, vous pouvez les préenregistrer pour ne pas avoir à les réécrire à chaque fois, parce que c'est quand même pas super... Oui, ou les mettre dans un Word, quoi. Oui, voilà. Mais c'est ça, c'est essayer de les lister en amont, comme ça, vous faites un copier-coller de certains quand vous avez la thématique en question qui est traitée. Mais oui, essayez d'anticiper vos hashtags pour avoir juste à les copier-coller ou les sélectionner dans l'outil. Merci à toutes les deux pour ce podcast rempli d'astuces. Ce podcast touche à sa fin. C'était en tout cas un plaisir pour moi de l'animer. J'espère que pour vous aussi, en tout cas d'y participer. Et je vous dis à dans 15 jours. À très vite. À bientôt. Voilà, notre podcast est terminé. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela nous sera d'une grande aide pour faire connaître ce podcast à un maximum de monde. Vous avez des questions ou souhaitez échanger avec nous sur le contenu de ce podcast ou toute autre chose ? N'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux ou sur ristretto@adverti.fr. À très vite!